4 ans plus tard, le coq français foule la terre sud-africaine. 95 restera une superbe Coupe du Monde où j'ai senti qu'il y avait vraiment un engouement totalement différent. 1995, le rugby est en pleine mutation. Une ère nouvelle qui arrivait. Les partenariats, les télévisions, le public, les stades. Tout semblait multiplié par 10, par 20, par 100. C'était incroyable. Dans la poule du 15 de France, 3 autres équipes, le Tonga, la Côte d'Ivoire et l'Écosse. Depuis la dernière Coupe du Monde, le rugby s'est professionnalisé, la France s'est adaptée à cette évolution. Des nouvelles têtes, des ambitions retrouvées, le 15 de France voit loin en cette année 1995. Ça commence par les Tonga, c'est un match moyen, si on met du temps on peut rentrer dans la Coupe du Monde. Ce que je peux dire c'est qu'on n'a jamais joué vraiment le match parfait durant cette Coupe du Monde. Par rapport à tout ce que l'on préparait techniquement, collectivement. On n'a jamais réussi à s'exprimer avec la totale satisfaction. Il y avait toujours un manque. Pourtant, le 26 mai 1995, les Bleus font une entrée fracassante dans cette compétition. Face au Tonga, ils auraient pu tomber dans le piège de la facilité, subir le fameux complexe de supériorité. Il n'en est rien. Concentrés, appliqués, les Bleus soignent leur entrée. Tout y est, le fond et la forme. Ils s'imposent 38 à 10. Il faudra, c'est une certitude, compter avec eux. On avait envie d'aller très loin. On savait qu'il fallait être toujours plus performant et qu'il fallait être exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Pierre Berbizier l'était, mais nous aussi on le savait. Donc on était vraiment en commun accord. Et après on a joué d'autres matchs, la Côte d'Ivoire. Face à la Côte d'Ivoire, les Bleus affichent le même état d'esprit. Une cascade d'essais, du jeu. La France s'impose très largement, 54-18. Il ne lui reste plus qu'à affronter l'Écosse pour s'emparer de la première place du groupe. L'Écosse, on avait misé sur un rugby où on allait jouer avec la troisième ligne, on pensait dominer le paquet d'avant et puis finalement on s'est fait contrer, il a fallu changer complètement, on a été perturbé pendant la plupart du match. Il lui faut dégager en touche, il le fait mal, il garde la balle dans l'aire de jeu récupérée par Red Sparks qui est partout aujourd'hui. Gavin Hastings, attention dans le couloir et Gavin qui concentre, qui retient le soutien de et c'est Red White qui marque. Oh, aïe, 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 aïe. Et c'est Milo Tamak qui, à un moment donné, nous sauve sur la dernière minute. Et avec une dernière pénalité qu'on joue à la main, sur une combi qu'on répète à l'entraînement, qu'on fait de temps en temps, et c'est puis tout le monde vient là où il faut, avec cet engagement nécessaire. C'est comme ça qu'à un moment donné, le ballon il sort dans le temps juste et qui a laissé. Heureusement qu'il ne donne pas à Philippe Saint-André d'ailleurs, Milo Tamak, parce que sinon il allait se faire monter dans les tribunes. Philippe Saint-André avait l'ailier adverse qui était monté sur lui à bloc, il s'était retrouvé déjà sur la piste. On y a cru jusqu'au bout, on est allé jusqu'au bout, perturbé, mais quand même focalisé. 5e minute d'arrêt de jeu. Allez, transformation Thierry Lacroix, complètement en coin. Il tape, il a des ressources, il le fait bien, le passe, ouais. Et il a les bras levés au ciel, il est heureux, 100% de réussite et aujourd'hui. C'est fini, a dit M. Eriksson. La France remporte ce match d'une grande importance et se retrouve premier de sa poule. C'était pas toujours comme on le souhaitait, c'était pas magnifique mais on était là, on était présents. On était éternellement insatisfaits, mais heureux de gagner les matchs, notamment ce match contre l'Écosse, qui nous ouvrait les portes d'un quart de finale à Durban contre l'Irlande.
Durban, 10 juin 1995. C'est un concours de pénalité. Un concours de pénalité entre deux buteurs d'exception, Helmut contre Lacroix. Depuis le dernier match, Thierry Lacroix affiche une moyenne effarante, 93% de réussite. Alors la France s'en remet à son pied magique pour prendre un léger avantage dans cette rencontre. Thierry Lacroix qui est tout ce qu'il veut. Même cette pénalité de plus de 50 mètres. Pour passer entre les barreaux. Voilà. On n'arrive pas à mettre du lien, ce lien qui aurait pu faire que déclencher un moment de folie aussi. Pierre, Oui, quelle est votre opinion sur l'évolution des choses? dès que cette équipe de France peut enchaîner, peut jouer sur des séquences, elle met en difficulté cette équipe d'Irlande, elle les met sous la pression, elle les met sous la faute. Maintenant, il nous faut enchaîner encore plus pour décrocher définitivement ces Irlandais qui sont encore dans la partie. Weber pour Thierry Lacroix qui L'Irlande a beau être solide, sa défense va progressivement s'effriter sous les assauts répétés du 15 de France. Olivier Roumat, qui n'a pas pu rester debout. Attention là, il y a deux Irlandais hors jeu. À la 78e minute, elle va même céder. Philippe Saint-André poursuit le travail de sable de toute son équipe. La France est a priori à l'abri d'un retour irlandais. Il ne reste plus que quelques secondes à jouer. Libère son ballon. Voilà, Hogan pour Moline. Émile Ntamak intercepte. Plus personne ne pourra le rattraper. Émile, vas-y. Émile qui part vers la ligne de touche, il va marquer l'essai. C'est fait. Voilà, l'essai d'Émile Ntamak. Grâce notamment à cette course extraordinaire de plus de 80 mètres, la France bat l'Irlande 36-12 et se qualifie pour les demi-finales. Le dernier carré, c'était l'objectif fixé. Les Bleus ont désormais rendez-vous avec les Sud-Africains. On sort du match heureux d'avoir gagné, parce qu'on se dit quart de finale, c'est dans la poche, il nous reste encore 2 matchs. Et on va revenir à Durban en plus. Il va faire beau. Quand on arrive au stade, dans l'heure qui précède le match, ou les 2 heures qui précèdent le match, il pleut. Orage énorme. On s'attendait à tout, mais pas à ça. En fait, on pouvait gagner, il paraît, sans jouer le match, donc sur le tapis vert. Une finale, ça se mérite, on va jouer le match. Et en fait, le match est repoussé d'1 heure. Et puis repoussé à nouveau d'une demi-heure. Imaginez, dans le vestiaire, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, on est resté 4 heures dans un vestiaire pratiquement, qui était un record. On buvait du thé, on buvait du café au lait, on attendait. Et on a fini par faire de la sophrologie, quoi. On a fait un entraînement, un échauffement. À la fin, comme on était chaud physiquement. Donc c'est juste se concentrer, faire en sorte que le 10 tapait le coup d'envoi et le deuxième ligne récupérait le ballon. Et chacun annonçait quand il avait le ballon, le rôle qu'il avait aussi au soutien et tout. C'était assez magique. À la sortie des vestiaires, le silence règne. Plus un mot. Dans 80 minutes, les Bleus en sauront un peu plus. Pour le moment, ils doivent affronter les Sud-Africains dans des conditions apocalyptiques. On savait qu'on avait une équipe volontaire, soudée, qui pouvait aller au feu, à l'eau, au sang, partout. On s'est donné, sans compter, voilà, avec un jeu limité, mais un jeu où on a voulu être présent dans le combat, dans l'envie, la volonté. Un combat, voilà ce qui attend les deux équipes. Dès la 3e minute, Joël Stransky marque les 3 premiers points de la rencontre. Durban est devenu en quelques heures une gigantesque patinoire. Impossible de contrôler un ballon,
difficile de trouver des appuis. Attention à la faute là. On essaie Et à la de jouer, 25e minute, l'avantage, monsieur en Bivan. force, Il continue. grâce à leurs Là-bas, sur le avants, côté droit. les Springboks Sud-Africains. concrétisent leur domination. Essai. À cet instant, l'Afrique du Sud mène 10 à 0. C'est un essai de Viseux, le deuxième ligne. La France est en train de prendre l'eau. Heureusement, il y a Thierry Lacroix et son pied droit. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde fait renaître l'espoir. Il passe 5 pénalités sur 6. Et même si son homologue sud-africain affiche des statistiques semblables, la France est parvenue à garder le contact avec son adversaire. Physiquement, elle semble même moins éprouvée avant d'aborder la dernière ligne droite. Dans les 20 dernières minutes, on est au-dessus. Ils sont asphyxiés, les autres. Ils sont à l'agonie, ils ont de l'eau jusque-là, tu vois. On les enfonce, on a une mêlée qui est solide. Je crois que Fabien Galtier marque à un moment donné, mais apparemment le ballon ne sont pas derrière le pied des pilars. Ils sont une mêlée. On a récupéré le ballon. Essai. Moi, je marque un essai qui est valable et qui est refusé. C'est une mêlée à 5 mètres de la ligne, le ballon sort sur le côté, je le prends, je marque et il est refusé. Celui-là, il est valable, celui-là. Grâce à Thierry Lacroix, la France attaque la fin de match avec 4 points de retard et puis... Il y a cette chandelle où le ballon est ramené vers notre camp, où Abdel récupère le ballon. Il trébuche sur Philippe Saint-André qui avait ramené le ballon, malheureusement. À 2 minutes de la fin du match, la France est menée 19-15. Benazi récupère, s'enfonce et plonge à l'essai, malgré les plaquages conjugués de Stransky et de Leroux. Ironie du sort, cette glissade-là est trop courte. Je me dis, il marque. Et en fait, il trébuche, il marque pas. Mais je me souviens de l'instant d'avant, je me dis, il marque. Et on a gagné. C'est incroyable, c'est un concours de circonstances. Il tombe sur le... S'il retombe sur la pelouse, il a l'appui nécessaire pour aller derrière. Il y a tout le monde derrière, on y est tous. Mais il retombe sur Philippe Saint-André, donc il perd l'équilibre. Donc il perd quelques centimètres. Il manquait pas grand-chose, mais bon, un petit coup du destin, peut-être. Un coup de pouce du destin et peut-être aussi un arbitrage un peu plus impartial. L'arbitrage, sur les 20 dernières minutes, il paraît un peu bizarre, mais on n'a jamais critiqué l'arbitre derrière. Je dirais qu'on peut avoir le sentiment que ce soit bizarre. Mais bon, on avait perdu. C'est fini. Quel dommage. Il ne faut pas contester l'arbitrage. Sinon, on fait du mal à notre sport. On voit ce qui se passe à côté dans les autres sports, donc il ne faut pas contester l'arbitrage. C'est comme ça. Par contre, des joueurs comme McDowell, des All Blacks, j'ai eu des discussions avec des joueurs des autres nations. Eux m'ont parlé de l'arbitre. Ils n'ont pas toujours compris. Mais quand tu es dans le feu de l'action comme ça, je crois que la première raison, elle nous appartenait. C'était à nous d'enfoncer un peu plus, c'était à nous de mettre quelques points de plus. Sur l'ensemble du match, tu as quand même 80 minutes. Et je sais qu'encore aujourd'hui, on était tellement proches. Ces Bleus-là sont allés au bout d'eux-mêmes. Il manquait juste quelques petits centimètres. C'est ça qui est dur, quoi, quand même. Et quand tu sors d'une demi-finale comme ça, que tu as encore un match à jouer, la 3e place, tu as la tête dans le seau, hein, tu as la tête basse. Et heureusement que l'encadrement a réussi à nous faire relever la tête, à nous faire retrouver le sourire. On a joué au foot, on a fait du rugby à toucher pendant 2 jours. Pour uniquement se régaler, faire du ludique. Parce qu'on était à la rue, on a fait une super 3e mi-temps, c'est pas bon pour le match suivant. Mais que ça fait du bien à la tête, que ça fait du bien. « 27 juin 1995, Pretoria. Les Bleus affrontent l'Angleterre. Ce jour-là, Philippe Sella dispute son 111e match sous le maillot bleu. Pour moi, c'était mon dernier match international, même si je ne le savais pas vraiment encore. Je le pensais, mais je n'avais pas décidé. Et de jouer sur ce dernier match, c'est 2 de Coupe du Monde, de gagner contre l'Angleterre, contre qui on ne gagnait pas depuis 5 ans, c'est quand même agréable, quoi.
On a mieux réagi que les Anglais. Le souvenir que j'ai, c'est d'avoir battu les Anglais pour la 3e place. On n'a pas voulu lâcher jusqu'à la dernière seconde du dernier match. Cette petite finale sera jusque dans les dernières minutes de jeu une histoire de coups de pied. Andrew face à Lacroix, Lacroix face à Andrew. Les deux buteurs se neutralisent. La différence doit se faire ailleurs, comme sur cette touche. Michel Gonzalez. Allez, la conquête, une très bonne conquête, on s'organise. Elle est chère cette balle. Merle à la Olivier réception, superbe prise de balle Roumac de Merle. à la finition. Et le Mans, et on avance, Avec et on le avance, cœur, on essaie d'avancer les dans Bleus vont l'axe. s'offrir une sortie On avance, à la les hauteur de Anglais leur reculent. parcours en Coupe du Ils Monde. essaient d'attirer les Français vers la touche. Ballon pour qui? Et peut-être essai. Essai, oui. Essai français. Romano. Voilà, le temps réglementaire de ce match est donc terminé. Un dernier essai 7 points d'avance. à la dernière minute Les d'Emile arrêts de jeu Ntamak. ont commencé avec un petit Score côté final de la balle, 19-9. pour Emile La Ntamak, France bat Emile Ntamak, l'Angleterre Emile pour la Ntamak, première Emile fois Ntamak. depuis 1988. Emile Ntamak, lors de la dernière seconde, c'est fini. Ça fait plaisir de terminer la Coupe du Monde par une victoire, quoi. Même si ce match à la 3e place aujourd'hui n'a plus de valeur, à l'époque encore, il avait de la valeur et voilà. Je suis à côté de Christian Califano dans la dernière seconde du match, c'est fini, on est resté allongé pendant 20 secondes dans les 22 mètres. Voilà, et on dit c'est fini, on est bien, on est heureux. Tu vois, on est 3e, on n'a perdu qu'un match finalement. Pour moi, la Coupe du Monde 95, c'est une très très belle aventure, et humaine et sportive. Il a manqué quelques centimètres, uniquement quelques centimètres. Mais on a donné tout ce qu'on pouvait, tous ensemble. C'est vraiment une belle aventure. À l'issue de cette Coupe du Monde, certains joueurs partiront. D'autres arriveront à maturité 4 ans plus tard. 1999, la France accueille la 4e Coupe du Monde de l'histoire. Un an plus tôt, les footballeurs ont montré la voie, l'attente est immense. Le décor est planté. Les footballeurs sortaient d'une Coupe du Monde remportée, qui plus est en France. Donc il y avait tout cet aspect médiatique, la réussite, la joie, tout le monde qui était dans la rue, tout le monde parlait de ça, de cet événement. Donc forcément, on se dit, mais le rugby va faire pareil. Donc, et on s'aperçoit que l'équipe n'est pas au rendez-vous. Pendant 2 mois et demi, le 15 de France enchaîne les stages de préparation. Il faut oublier le tournoi des 5 nations ratées, dans le groupe de la France, le Canada, la Namibie et les Fidji. 3 adversaires à la portée de l'équipe de France. À la veille de son entrée dans la compétition, le 15 tricolore sait que la victoire ne suffira pas. Il veut se rassurer, se prouver qu'il peut aller au combat, quel que soit le moment, quel que soit l'adversaire. Cette Coupe du Monde doit être la sienne. Il fallait créer une ambiance, créer un état d'esprit et pour se dire, voilà, pour le premier match à Béziers contre le Canada, il faut qu'on soit prêt. Il faut que tous les doutes qu'on a pu avoir jusqu'à présent, il faut que tout ça soit évacué. Béziers, 1er octobre 1999. Les tribunes du stade de la Méditerranée sont pleines à craquer. Le 15 de France sait qu'ici, rien ne lui sera pardonné. On y est, il faut y aller, quoi. Il faut y aller tête baissée et puis quitte à se planter, quitte à faire quelque chose d'exceptionnel, au moins on aura vécu quelque chose de grand. Mais l'entrée en matière est jugée plutôt laborieuse. La défense française est bousculée, les 3 quarts ne s'imposent qu'à moitié. Dans cette rencontre, les Bleus marquent 3 essais. Score final 33-20, le 15 de France s'impose face aux bûcherons canadiens, sans convaincre. Mais l'essentiel est ailleurs. Voilà, ça y est, le premier match on l'a passé ouf. Voilà, c'était un ouf de soulagement. On fait quelque chose, pas forcément d'exceptionnel,
Mais on gagne, quoi, on gagne. Et à partir de ce moment-là, on commence à faire taire certaines langues, quoi, c'est sûr. Il fallait absolument gagner contre cette équipe-là, mais avec la manière. Et ça n'a pas été le cas. Les victoires contre la Namibie et le Canada n'ont convaincu personne. Le coq français est sous pression. Et arrive le match contre les Fidji dans le fief du rugby français, c'est-à-dire à Toulouse. Et là, on s'est retrouvés. On était piqués au vif. On était piqués au vif. Je me souviens que le PAC était vraiment en colère, était vraiment vexé de ce qu'il pouvait lire dans la presse. On voulait nous identifier à des nations qui faisaient partie de la deuxième zone, sans être méchants avec eux, sans être trop critique, mais franchement, on ne pouvait pas jouer dans leur cours, quoi. Et ce jour-là, je crois qu'il y avait vraiment une grosse motivation, quoi. Je me souviens je crois qu'il y avait une dizaine de mêlées faites à 100 mètres. Malgré cette énorme motivation, les plaquages sont parfois ratés. Là encore, les Bleus se mettent à buter, mais là encore, ils parviennent à s'imposer. Une victoire 28-19, une victoire enfantée dans la douleur, mais ponctuée par un essai splendide, comme la préfiguration des exploits à venir. Beaucoup de pression, on ne jouait pas très bien, on gagnait les matchs à couteau tiré. Il fallait quitter ce pays. Il ne tardait que ça, quoi. Partir parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est encore plus retranché, on s'est dit, là on est dans la compétition. Je ne vois pas un bookmaker miser sur cette équipe d'Argentine. Le quart de finale, c'était à Dublin. Il était forcément logique que la France rencontre l'équipe d'Irlande à Dublin. Point final. Le sport dit le contraire, ça va être l'Argentine que l'équipe de France va affronter en quart de finale. C'est vrai. Les Argentins avaient fait un match de barrage héroïque contre l'Irlande, ils avaient gagné. Ils avaient eu le droit de jouer ce quart de finale. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, tout débute. Du moins notre compétition, du moins la Coupe du Monde pour l'équipe de France débute. Ouais. C'est une première image de joueurs qui sont motivés pour aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Et c'est la première fois que justement cette équipe va faire plaisir à ses supporters. France-Argentine, ou l'histoire d'un déclic. Loin de chez elle, la France retrouve son jeu d'attaque, cette inspiration latine qui enthousiasme les foules. C'est un match où, peut-être c'était comme ça, les Argentins sont très joueurs aussi à l'époque, ça jouait de partout, donc voilà, on s'était amusé. Et c'est vrai qu'on avait réussi à marquer un essai de plus de 80 mètres, donc c'est vrai que ça avait été assez exceptionnel. Le 15 de France aime les espaces, le beau jeu. Sa créativité, sa spontanéité se révèlent d'une efficacité redoutable. Philippe Bernatsal portait un costume au début de la compétition. Au fil des matchs, il devient incontournable. Que Philippe soit au début de l'action et qu'il se retrouve à la fin, voilà, c'est presque à la limite un symbole, quoi. Voilà. Un, 2, 3 et même 4 essais français. Et encore Philippe Bernatsal pour aplatir. Les détracteurs de la première heure rangent leurs plumes. Les Bleus laissent éclater des sourires. Et sur le dernier essai de la rencontre, ils utilisent ce coup de pied par-dessus, une arme qui les aidera par la suite. Score final 47-26. Dans le dernier carré, la France sera le seul représentant européen. Les Blacks se profilent à l'horizon. On est content pour soi, on est content pour son pote, on est content pour le groupe. Voilà, on se dit, voilà,
on voulait nous enterrer. Mais non, messieurs, c'est pas encore maintenant. On continue notre petit chemin en Coupe du Monde. On rentre à l'hôtel. Évidemment, on se retrouve pour dîner. Et puis là, il se passe quelque chose de magique, tout simplement. On se retrouve tous ensemble dans les salons de l'hôtel. On dîne ensemble. Et puis à partir de ce moment-là, on se détend un peu et on se lâche. Où on pète les plombs. Et je me souviens, je crois que c'est Olivier Brouzet qui va chercher une sono et qui bombarde une Journal Idée. Et puis finalement, on commande des seaux de bière. Et puis on rentre dans une troisième mi-temps que jamais, à ce niveau-là, aucune équipe ne pouvait se permettre de faire. Et on a l'aval du staff technique qui se joint à nous. Et je peux vous dire, il s'est passé quelque chose ce jour-là. 40 bonhommes enfermés dans une même pièce et qui se disent les vérités, qui plaisantent, qui s'amusent et qui font simplement une unité. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on trouve ce qu'on était venu chercher dans le rugby et surtout dans la compétition, c'est-à-dire une équipe avec une âme, et on retrouve ça. Peut-être que finalement, avec le recul, la victoire contre les Blacks s'est dessinée ce soir-là. Le mythe Black. La couleur. Le haka. La demi-finale. Twickenham. Et nous, petits Français. Les médias, les gens se demandaient combien ils allaient nous mettre de points. On ne pouvait pas exister. On allait être mangé, mais on allait passer à la moulinette tout simplement, quoi. La presse britannique qui avait mis en photo Philippe Bernat-Salles et le gars qui allait être opposé à lui, c'était Joe Lalomou. On comparait les cuisses à Lomou avec les miennes, son tour de cou, ses biceps, ses pieds, etc. Bon, voilà, donc c'est vrai que j'avais passé des nuits un peu à avoir du Lomou partout, mais bon, d'un autre côté, je me disais, jamais personne l'a plaqué, l'a fait tomber, donc si je roule, je serai pas ridicule, et si j'ai la chance de le déséquilibrer, je serai un héros. Dans les vestiaires, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, on était prêt à aller finalement à la guerre. J'aime pas employer ce mot, parce que ça reste que du sport, mais quand vous affrontez une équipe comme les All Blacks, vous êtes obligé de parler comme ça, forcément obligé. C'est vrai que cette atmosphère dans les vestiaires était assez solide. Se sentir, se toucher, être ensemble dans un petit vestiaire, tout ça fait que voilà, cette peur, mais on va essayer d'éliminer tout doucement, quoi. On n'a qu'une hâte, voilà, c'est d'être sur le terrain, quoi. On est rentré pour être à la hauteur de ces gens-là, et surtout que personne ne voyait à cette hauteur-là, donc voilà, c'était un sacré challenge. 80 minutes, qu'est-ce que c'est dans une vie, quoi. On ne voulait pas commencer le match après le haka. On avait dit on ne veut pas être spectateur des Néo-Zélandais. On s'est dit voilà pourquoi ils ont le haka. Pourquoi on n'aurait rien, nous? Donc après la Marseillaise, on va se retrouver. Et puis on s'est retrouvés. On a rechanté la Marseillaise. D'abord le premier couplet, le deuxième couplet, puis après on a chanté toute la Marseillaise. L'arbitre nous a appelé pour taper le coup d'envoi. C'est dans ce contexte électrique que le 15 de France part défier le grand favori de cette compétition. Très vite, Titou Lamaison a la possibilité de marquer les premiers points de cette rencontre. Il ne tremble pas. On ouvre le score, évidemment, ça fait du bien pour toute l'équipe. Évidemment, finalement, t'es pas ridicule parce que tu as marqué 3 points contre les Blacks. Voilà, ça peut déclencher beaucoup de choses. Mertens a passé 2 pénalités et les Bleus sont menés 6-3, mais à la surprise générale, le lutin Dominici met le feu dans la défense des Blacks. Titou Lamaison en profite pour s'échapper et marquer le premier essai bleu.
10-6 pour la France. Le scénario rêvé. Même lui, Dominici, qui fait 1m60 et quelques, 1m70, pas beaucoup de kilos, arrive à percer ce mur infranchissable des Blacks. Je ne sais pas si cette action qui déclenche notre révolte, mais en tout cas, elle est peut-être symbolique par rapport au résultat final. La réplique des Blacks va être terrible. John Alomou, l'ailier le plus redouté de la planète, 1m98, 118 kg, joue alors les auto-tamponneuses dans la défense des Bleus. C'est un bulldozer. Je crois que quand on voit ce joueur évoluer sur un terrain, on se demande comment il fait. C'est un extraterrestre. On se retrouve sur son chemin à une dizaine de joueurs, on explose comme un jeu de quilles. Même Abdel, qui physiquement est hors norme, explose sur un coup d'épaule de John Alomou. Impossible d'arrêter cet ouragan black. Les Bleus s'écroulent les uns après les autres. Physiquement, les All Blacks sont plus forts, mais mentalement, la France doit faire la différence, elle n'a pas le choix. Ça aurait été un autre joueur, on se serait peut-être posé pas mal de questions. Peut-être. Mais que ce soit lui, non. À la limite, c'est logique. Donc c'est pour ça que finalement, on a accepté cet essai et puis il fallait repartir de l'avant. Un essai transformé et 2 pénalités plus tard, les Français rentrent au vestiaire avec 7 points de retard, 17-10 pour les Blacks. Rien n'est joué, tout reste possible. Et notre capitaine, Raphaël Ibanez, qui prend la parole et qui dit « Mais vous vous rendez pas compte, on arrive à les franchir, on a même marqué un essai, il y a la place pour faire quelque chose de bien. » Il y a Abdel qui reprend aussi justement cette façon de penser et qui dit « Mais allons-y, il nous reste encore 40 minutes pour exister, pour marquer, ils sont prenables aujourd'hui. » Et finalement, c'est quelque part ça, c'est que n'ayons pas de regrets à la fin. Et donc, il fallait tout donner. Il fallait tout donner pendant ces 40 minutes. 40 minutes pour exister, le message sera relayé. Les Bleus se rassemblent au milieu du terrain, juste avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Dès la reprise, toute l'équipe doit prendre conscience que l'inconcevable peut arriver. 4 minutes plus tard, la réalité reprend le dessus comme si personne n'existait, avec une facilité déconcertante. John Alomou slalom dans la défense française. À ce moment-là du match, les Blacks mènent 24-10 grâce à cet homme aux allures de bulldozer. Forcément, quand vous le voyez en face, et soit vous réfléchissez et vous dites non, j'y vais pas, soit vous n'avez pas trop le choix et vous allez dans le mur. Il y en a qui ont calculé que sa puissance était égale à une Twingo lancée à 60 km/h. Voilà. je vous laisse le soin de cogiter à tout ça. Malgré qu'on revient et qu'il marque de suite cet essai et qu'on pouvait être détaché au score, on y croit. Et on revient dans le match, et on revient dans le match, et on revient dans le match, Et sur l'action qui suit, Titou Lamaison tente sa chance, se dropper vite à la France, de se perdre dans des questions inutiles. Je le tente, ça passe. Heureusement, la situation se représente quelques minutes après. Plus 1 minute à perdre, il faut exploiter la moindre occasion. En l'espace de 7 minutes, Titou Lamaison passe 2 drops et 2 pénalités. 100% de réussite, les Bleus sont de nouveau dans la partie, à 2 petits points des Blacks. Le staff français retient son souffle. On prend conscience qu'on peut les déstabiliser, qui doutent, qui ne savent pas trop, c'est-à-dire qu'ils étaient sûrs de leur force, sûrs de leur talent. Ils se voyaient champions du monde depuis un certain temps. Et puis voilà, nous, les petits Français qui n'existaient pas, qui étaient jugés et critiqués, à ce moment-là, voilà, on est bénis par je sais pas, une jolie étoile, les dieux, les gens, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là, mais on a beaucoup de choses en nous et voilà, les espaces se créent. Et l'invraisemblable se produit. Un rebond favorable et la vitesse de Christophe Dominici pour faire la différence. Les Bleus sont tout simplement irrésistibles. Je sais que Fabien Galtier va taper par-dessus et je cours parce que je pense que le rebond va être dans l'autre sens. Et là, le ballon me revient dans les bras, un magnifique rebond. À partir de ce moment-là,
On est dans une bulle et voilà, tout est figé et l'objectif est lancé, il faut aller derrière la ligne et on n'entend plus rien. On n'entend pas ce qui se passe, c'est courir, c'est éviter, c'est voilà, percuter et c'est de marquer. On était dans un moment voilà, qu'on vit peut-être une fois dans sa vie, c'est qu'on avait tout pour nous. La suite, un essai transformé par Titou la maison. La France mène 29-24, incroyable scénario. Les Blacks voient ce match leur échapper, le doute est en train de s'installer. Il y a des images qui ne trompent pas. On a ces mots qui sont des mots forts de la part de Marc Lièvremont, qui fait attention à beaucoup de choses. Le détail, pour lui, c'était quelque chose d'important. Et il voit dans les yeux des Blacks le doute. Voilà. Il me dit, c'est quoi ce regard qu'ils ont? Ils doutent, c'est pas possible. Un Black qui doute, c'est rare, quoi. C'est vrai que dans leurs yeux, on voyait pas mal de choses. On voyait qu'ils doutaient, qu'ils ne savaient plus trop, qu'ils commençaient à baisser un petit peu la tête. Et quand on baisse la tête, on a honte, on est frustré, et puis voilà. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Nous, Français, on est en train de faire douter, alors qu'on doit être mangé à la moulinette, on fait douter la machine à gagner. La machine à gagner serait en train de s'effondrer. Tout se passe comme dans un rêve, mais en réalité, rien, aucun détail n'est laissé au hasard, pas même ce coup de pied magique. J'annonce à Richard, voilà, je vais taper par-dessus. En tout cas, j'ai annoncé la tactique qu'on avait prévue. Voilà, je me prépare, je sais que Fabien va me faire la passe, je sais que je vais taper. Chacun a son propre rôle dans cette situation de jeu. Il sait que lui, il a 10 mètres à faire, à bondir sur le ballon et à marquer. C'était prévu comme ça. Mettre à profit le jour J, en demi-finale Coupe du Monde, quelque chose qu'on a bossé à l'entraînement, voilà, il y a une fierté, évidemment, il y a quelque part un peu de jouissance, quoi. Mais d'ailleurs, je crois que sur les images, on voit Pierre Villepreux qui a la larme à l'œil. Je crois que c'est se dire, on a fait quelque chose, on l'avait prévu et ça s'est passé comme on l'a prévu. 36-24, l'avance est confortable. Le 15 de France ne se relâche pas. Les Bleus résistent aux vagues noires pour placer un contre meurtrier sur ce coup de pied défensif de Titou la maison. Au bout d'une course de plus de 80 mètres, Philippe Bernatsal propulse les siens sur le toit du monde. L'ogre blanc est distancé. Et on te voit arriver en Philippe Bernat, je ne sais pas d'où il vient. C'est plus John Alomou l'extraterrestre, c'est Philippe Bernatsal l'extraterrestre. Il sort une qualité de vitesse, de course, qui fait qu'il dépasse tout le monde, mais tout le monde, pour aller marquer cet essai. C'est, comme on dit, attrape à courir, hein, c'est celui qui va le plus vite qui arrivera le premier. Pour répéter les mots de John Alomou, c'est vrai que dans la semaine, il avait comparé Fifi Bernat au vent. Il a dit, il va plus vite que le vent. Plus vite que le vent, plus vite que la lumière. Score final 43-21. À chacun son souvenir, à chacun son moment. J'ai voulu sortir 5 minutes avant la fin pour laisser jouer Castagnède, le demi-mêlée qui était remplaçant. Et je monte, et là je fais 5-6 marches et je vois mon père qui venait rarement au stade, et je vois mon père qui sort et qui vient m'embrasser en larmes. Et bon, nous on est assez pudiques, donc j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose de grand. Et donc après, moi je suis parti tout seul dans le couloir des vestiaires. Je suis pas rentré dans le couloir pour me calmer et pour vivre le moment pleinement avec beaucoup de sérénité. Voilà. Ça c'est très personnel, mais c'est rare d'atteindre ce sentiment-là. Juste avant la rencontre, Abdelatif Benazi déclarait « Ces 80 minutes peuvent changer notre vie. On va au large, on fait une grande traversée. Et si on va au bout, ce sera l'apothéose. » Dans les bras, on fait une ronde, il y en a qui sautent dessus un petit peu aux quatre coins du terrain, on ne sait plus trop ce qui se passe. Il y avait les fans dans les tribunes, on va les retrouver. Voilà, le public de Touquenam qui chante la Marseillaise, les gens qui... Voilà, il n'y a que le sport qui peut donner des moments comme celui-là et il y en a beaucoup de chance, on a été des privilégiés. Juste avant la rencontre, l'entraîneur des Blacks affirmait à qui voulait l'entendre que
que son équipe était trop forte pour perdre contre la France. Ce 31 octobre 1999, le plus modeste, le plus fort, le plus inspiré a gagné. Il n'y a pas de hasard, et les grandes victoires elles naissent toujours de quelque chose. Et là, il y a vraiment une histoire. Personne n'a tiré la couverture à soi, tout le monde s'est donné pour l'autre. C'est ça qui est important dans notre sport, c'est qu'on donne pour l'autre. Et chacun a regardé et a donné pour l'autre. Et à partir de là, voilà, le match a été ce qu'il a été. On s'est mis les tripes au soleil, comme on dit. Les affronter et les gagner, c'était voilà, battre les champions du monde. Donc nous étions champions du monde. On avait joué notre finale contre les Blacks. Ces Bleus-là viennent d'entrer dans la légende. La génération 87 était passée à côté de l'ultime rendez-vous. Celle de 99 dispose de quelques jours pour préparer sa finale. Cardiff, 6 novembre 1999. La France s'apprête à disputer la deuxième finale de Coupe du Monde de son histoire. On n'était pas préparé à jouer une finale de Coupe du Monde. On était préparé à jouer une demi-finale, à jouer contre les Blacks. Et les Australiens, en 2 ans, en 4 ans, ils se préparaient pour être champions du monde. Et nous, il a fallu qu'on le prépare à 1 semaine. Donc voilà, après, c'est vrai que on s'est trompé dans la préparation, on s'est trompé à l'hôtel qui avait été choisi, les gens venaient, c'était un hall de gare. Il fallait rester à huis clos, on était envahis par... Il n'y a pas d'excuse, mais on était dans un hôtel qui était ouvert à tout le monde, c'était un enfer. Ça a été un enfer cette semaine. On n'a pas bien préparé. On ne nous a pas aidé à la préparer. C'est le même groupe, ce sont les mêmes joueurs qui rentrent sur la pelouse. La pression, elle n'est pas de notre côté, quoi. On est là pour être au mieux champion du monde. Vous imaginez, dans la vie d'un rugbyman. La France doit aussi prouver à ses détracteurs que son triomphe sur les Blacks n'est pas une supercherie. Elle doit réaliser son deuxième crime parfait en 1 semaine. L'entame de match est rassurante. Le pied de Titou Lamaison offre aux Bleus les premiers points de cette rencontre. Matt Burke prend le soin de répondre au plus vite. 3-3 après seulement 4 minutes de jeu. Puis 6-3 pour le 15 de France. Titou Lamaison ne rate rien, son homologue non plus. 6-6. Difficile de bouger l'élastique défense australienne. Comme lors de la demi-finale, les Bleus remettent leur destin entre les pieds de Titou Lamaison. Olivier Magne rabat pour Benazi. Le camp tricolore pense avoir marqué, mais l'arbitre en décide autrement. Je crois qu'on siffle en avant qui à mon avis n'y est pas. Et si on marque à cette occasion-là, si l'essai est accordé, je pense qu'on n'est pas loin de soulever la coupe. On n'est pas très loin. De marquer sur la fameuse coupe William Willis, 99, France. Les Bleus affichent quelques signes de nervosité. Ils commettent des fautes. Tout ne se passe pas comme ils l'avaient imaginé. Au bout d'une petite demi-heure, l'Australie prend l'avantage pour la première fois dans cette finale. 2 pénalités coup sur coup de Matt Burke, 12-6 à la mi-temps. Le score ne reflète pas la physionomie de ces 40 premières minutes de jeu. Pourtant, on est 12-6 à la mi-temps dans le match. Mais ils sont plus forts sur les impacts, on a du mal à libérer les ballons, ils se replacent mieux. Et là, le match, il n'est pas comme on veut qu'il soit. C'est-à-dire que c'est eux qui maîtrisent leur sujet, c'est eux qui maîtrisent collectivement. On perd les duels individuellement. Ils ont un bon buteur qui met les points, et puis voilà. À la reprise, Matt Burke et Titou Lamaison se livrent encore un duel de buteurs. « 21-12 à l'heure de jeu, l'affaire est quasiment dans la poche du Wallaby. À un moment donné, pendant le match, je crois que c'est au bout d'1 heure de match, on lâche quoi, on lâche tout. On lâche tout parce que finalement, ça paraissait logique. Les derniers espoirs français vont s'envoler sur cette action. Une merveille d'enchaînement dans l'axe.
Timon Ram rebondit dans Benazi, Serber, à la finition de cette attaque blindée, Ben Choum. 26-12 et ce n'est pas terminé, 83e minute. Les Wallabies brisent une dernière fois le rideau défensif tricolore. Score final 36-15, la meilleure défense de cette Coupe du Monde a imposé sa loi. Donc là on prend 2 essais je crois et l'Australie nous vole ce titre de champion du monde. L'Australie remporte la 2e Coupe du Monde de son histoire. Beaucoup de regrets par rapport à ce match, parce qu'on se dit que si peut-être on avait bien préparé ce match, pas forcément expliquer le pourquoi du comment de notre victoire contre les All Blacks, peut-être, et je dis bien peut-être, on aurait brandi la coupe, oui. Peut-être. L'aventure de ces Bleus touche à sa fin. Un rêve est passé. C'est la fin de la Coupe du Monde de 99, mais pour nous, c'est pas terminé. Pour nous, c'est pas terminé. C'est loin de l'être, en tout cas. Ouais. Australie, Coupe du Monde 2003. Quel est l'état d'esprit de ce 15 de France? Quelles sont ses certitudes? Quels sont ses doutes? Dans les mois qui précèdent la première Coupe du Monde du 3e millénaire, les Bleus ne brillent pas, c'est un secret pour personne. 3e du tournoi Destination, derrière l'Angleterre et l'Irlande, les hommes de Bernard Laporte doivent faire face à une concurrence de plus en plus relevée. Dans la poule de l'équipe de France, les Fidji, le Japon, l'Écosse et les États-Unis, 4 adversaires à la portée des Bleus. Pendant cette première phase, ils vont tout balayer sur leur passage, 61 points contre les Fidji, 51 contre le Japon, 41 face aux États-Unis. Des essais, toujours plus d'essais, et des ambitions qui grandissent à chaque sortie. 25 octobre 2003, la France affronte l'Écosse. L'enjeu, la première place du groupe. La Coupe William Webb Ellis brille de tous ses ors dans le stade olympique, 80 000 spectateurs. C'est ici que se jouera la finale de la 5e Coupe du Monde de l'histoire. Pour la première fois, les Bleus sentent l'odeur de l'événement. Pour la première fois, ils rencontrent une équipe au jeu bien structuré, une équipe réputée plus massive qu'à l'ordinaire. Alors les Bleus prennent ce match au sérieux. En première mi-temps, Michalak passe 9 points au pied. Serge Betsen inscrit le premier essai de la rencontre, 16-3 à la pause. Les Bleus impressionnent en deuxième période. Il marque 4 essais. À lui seul, Frédéric Michalak inscrit 28 points. Pour la première fois dans cette Coupe du Monde, le 15 de France n'encaisse pas d'essais. Score final 51-9, la victoire la plus large de son histoire face à l'Écosse. Pas de doute, la France est là, bien là. Temps mort. Melbourne, 9 novembre 2003. Les deux équipes entrent dans l'arène. Keith Wood d'un côté, Fabien Galtier de l'autre. À l'issue de ce quart de finale, l'un raccrochera les crampons, l'autre poursuivra son rêve. Trois minutes de jeu, premier éclair de Frédéric Michalak, une ouverture sur l'aile opposée pour déstabiliser la défense irlandaise. Un relais aérien d'Harry Nordoki de Tony Marsh, Olivier Magne surgit et offre à la France ses premiers points dans ce quart de finale.
Les Bleus cherchaient un match référence, ils sont en train de le trouver. Un deuxième essai en contre et les jambes de Dominici pour faire la différence. À peine un quart d'heure de jeu, la France compte déjà 17 points d'avance. L'Irlande n'a eu que le coup d'envoi et le renvoi d'un essai pour visiter le camp tricolore. La maîtrise collective des Bleus est totale. Imanol Arinordoki s'échappe. La France est sur son nuage, 27-0 à la mi-temps. Les Irlandais sont dépassés, dépités. Et le début de la deuxième mi-temps n'est qu'une répétition de la première. Toujours ces vagues bleues, toujours cette envie d'aller vers l'avant. Les Bleus sont trop forts. Jean-Jacques Rincat réclame un temps mort. On les défonce, quoi. On les éclate. Il n'y a pas eu photo, quoi. Avec ses 37 points d'avance, les Bleus vont relâcher leur effort. Brian O'Driscoll sauve l'honneur des siens en marquant 2 essais. Score final, 43-21. Fin de carrière pour Keith Wood. Fabien Galtier, lui, a gagné le droit de disputer encore au moins un match. It's very important to give all we have for the semi-final. Now we have a rest and we are concentrated on this match. It's going to be very hard. Each match is very hard and we are going to see. Interrogé sur la prestation des Bleus, Frédéric Michalak, lui, sera un peu moins loquace. C'était très fort debout et ça a duré presque à la fin. Oui, mais si tu veux, tu te démerdes, tu réponds à ce que tu as envie. Moi je sais vraiment pas quoi dire. Yeah, he said it was a great start and they certainly were pleased to keep it up throughout the whole game. Sydney, 16 novembre 2003. Avant la rencontre, Bernard Laporte déclarait « L'Angleterre pour nous c'est la meilleure équipe du monde. Je l'ai dit avant la Coupe du Monde, nous, on a envie de jouer les meilleurs du monde. » Face à face, les 2 meilleurs ennemis de l'hémisphère nord, 2 équipes en pleine confiance. Sur ces 22 derniers matchs, le 15 de la Rose en a remporté 20. Une statistique impressionnante. L'Angleterre ne s'est donc inclinée qu'à 2 reprises. Mais à chaque fois, c'était contre la France. On pense que c'est une demi-finale de Coupe du Monde, on pense qu'il y a une finale derrière, on pense que c'est les Anglais qui étaient la meilleure équipe du monde du moment, et puis on pense qu'on peut revivre la même histoire que 99 quelque part. Les premières minutes sont extrêmement tendues. Premier signe de nervosité, cette chandelle dévissée de Michalak. Deuxième signe de nervosité, cet en avant d'Aurélien Rougerie. Cela ne fait aucun doute, ce match sera un combat. Le premier qui lâchera disparaîtra de cette Coupe du Monde. Dans ce contexte, il faut jouer vite, très vite. Wilkinson dégaine ce drop, synonyme d'ouverture du score. Et sur l'action suivante, Serge Betsen surprend toute la défense du 15 de la Rose. Betsen, le courageux, résiste au retour des Anglais et offre aux Bleus un avantage de 4 points, 7-3. Mais un paramètre va bouleverser les plans du 15 de France. Ils avaient tout prévu, sauf la pluie. Non, c'est vrai qu'on s'est moins bien joué sous la pluie qu'eux et qu'on n'avait pas une équipe pour jouer avec ce profil. On avait une équipe moins puissante et qu'en France, on joue 8 fois sur 10 au soleil et eux, ils jouent 8 fois sur 10 sous la pluie. Donc voilà, il n'y a pas... Voilà. On joue, mais on perd des ballons au contact, on laisse échapper, on n'arrive pas à faire des temps de jeu et on ne les use pas, on ne les fatigue pas. On est fébrile, on n'est pas bon, moi je prends un carton jaune. Voilà, eux sont denses, il pleut, le ballon glisse. On n'est pas performant. À l'image de Michalak, le monsieur 100% du quart de finale rate coup sur coup 2 pénalités perturbées par le vent autant que par l'enjeu. Ils se nourrissent de nos fautes, ils tapent des ballons en l'air, on fait des en avant, on le récupère, pénalité. L'autre numéro 10 réalise un match parfait. Johnny Wilkinson, plus gros salaire du rugby mondial, enchaîne les points, pénalité, drop.
à lui seul, le buteur anglais parvient à faire la différence, 12-6 à la pause. Les pressé au pied, sur un match de haut niveau avec des conditions climatiques, on va dire, difficiles, mais il nous montre la panoplie d'un grand ouvreur, c'est-à-dire très bonne occupation, il ne manque pas beaucoup de coups de pied, il met les points au pied, il met des drops. Voilà, du haut niveau. Du haut niveau, le festival Wilkinson est loin d'être terminé. Le buteur enquille 6 points en 3 minutes. Cette demi-finale est la sienne, sa botte est tout simplement magique. C'est les grands joueurs, il a répondu présent à un grand moment et nous on avait des grands joueurs, mais à ce moment-là on n'a pas répondu présent aussi. Le costume de numéro 10 était-il trop grand pour Frédéric Michalak? Dans les jours qui ont précédé la demi-finale, la presse annonçait un duel au sommet entre les deux meilleurs buteurs de la compétition. Mais ce 16 novembre 2003, l'un est transparent, l'autre étincelant. La France est asphyxiée. À 20 minutes de la fin du match, Bernard Laporte décide de sortir son buteur. Michalak n'en croit pas ses yeux. Il est pourtant passé comme d'autres à côté de cette demi-finale. Ce changement ne changera rien. Quant à Johnny Wilkinson, il parachève tranquillement son chef-d'œuvre. Score final 24-7. La France est éliminée. Même s'ils n'ont pas été bons, ils gagnent ce match et on sort frustré de ce match-là parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a fait ce qu'il fallait. On a été tous un petit peu en dedans et voilà, beaucoup de déception et de frustration. Beaucoup plus que 99 la finale, beaucoup plus. Beaucoup plus parce que je pense qu'avec le recul, il y avait le moyen de battre les Anglais et peut-être d'être champion du monde même en 2003. Je pense que dans notre condition climatique, on aurait été sûrement meilleur, mais c'est pas dit qu'on aurait battu les Anglais qui ont été de beaux champions du monde, Pour la deuxième fois de son histoire, le 15 de France échoue aux portes de la finale. Il reste un dernier match à livrer pour la 3e place. Sydney, 20 novembre 2003. Face à la Nouvelle-Zélande, le 15 de France doit jeter ses dernières forces dans cette compétition. Comme en 1995, les Bleus se battent pour la 3e place. L'équipe de France, c'est pas que 15 joueurs qui ont le niveau, c'est 30, voire 40. Donc voilà, ces joueurs-là méritaient et je pense que c'est une bonne chose parce que les joueurs n'avaient pas évacué. L'échec de la demi-finale a laissé des traces dans les corps, dans les têtes. Bernard Laporte l'a intégré, c'est une équipe de remplaçants qui se présente face au Haka des Blacks. Septième minute de jeu, la première occasion, c'est la France qui va se la procurer. Quatre ans plus tôt, elle avait bénéficié d'un rebond magique, mais là, le sort choisit un autre camp. Quelques minutes plus tard, Dimitriashvili échoue à quelques centimètres de la ligne. Les Bleus laissent passer leur chance. La réponse des Blacks va être terrible. Spencer. Beautiful pass inside to Howland. It was a blind pass. McDonald's within. Rokethoko looming in controlled support. 15 metres out. New Zealand had the advantage here. This is Christian. À la finition de cette action, l'imposant Jack. Les Blacks prennent le match en main. L'ogre noir va encore accélérer. Le premier rideau défensif des Bleus explose sur cette percée de Muliana. Olet n'a plus qu'à aplatir entre les poteaux. Les Bleus sont sonnés, il faut sauver la face. Dimitriashvili tente sa chance juste avant la mi-temps. 14-6 à la pause.
Au retour des vestiaires, les Bleus vont faire illusion quelques minutes seulement. Passe sautée de Yashvili à destination de Bori, passe croisée pour Elorga. L'ailier tricolore aplati. Bernard Laporte regarde sa montre, mais le temps ne jouera pas en faveur de son équipe. Ce premier essai de la France sera aussi son dernier dans cette Coupe du Monde. Car en face, les Blacks imposent leur puissance. La France, elle, expose sa maladresse. Rien ni personne n'arrêtera la marche en avant des Blacks. Dans cette petite finale, ils inscriront en tout 6 essais, histoire de montrer au monde entier qu'ils méritaient une autre place, un autre rang dans cette Coupe du Monde. La logique a donc été respectée, les plus forts l'ont emporté. Score final 40-13. Le 15 de France, lui, termine à sa place, 4e de cette Coupe du Monde. Et voilà, ça arrive à des moments donnés, c'est que c'était pas notre jour. Et peut-être que 2007, ça sera notre jour et notre Coupe du Monde. Voilà, 2003, c'était la Coupe du Monde des Anglais, peut-être 2007, ça sera la Coupe du Monde de la France. Du moins, je l'espère.